Quelle que soit sa spécialité, la création d'un cabinet est pour un avocat un rêve qui peut se transformer en objectif. Pour les jeunes entrants dans la profession, il est compliqué de se lancer dans l'aventure. Comment se constituer une clientèle? Comment se faire connaître? Quelles sont les clés de la réussite d'une nouvelle structure? Faut-il avoir une première expérience dans la profession avant de se lancer? Toutes ces questions et bien d'autres, vous êtes nombreux à vous les poser. Philippe Pelletier vous apporte des réponses. Il dispose d'une immense expérience en la matière puisqu'il a fondé son cabinet dès qu'il est devenu avocat. Entre recrutement de nouveaux collaborateurs, constitution d'une clientèle, expansion à l'international et fusion avec une nouvelle structure, Lefebvre-Pelletier est associé et devenu l'une des références des cabinets d'affaires français. Pour aller plus loin, retrouvez-nous sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat, mais surtout sur bicom.fr. Et en attendant, je vous laisse avec Philippe Pelletier. Je m'appelle Philippe Pelletier. J'aurai dans quelques jours 67 ans. J'exerce le métier d'avocat depuis 1983, c'est-à-dire que, c'est une première observation, je ne suis pas devenu avocat tout de suite. J'ai une épouse qui est avocat avec moi, elle a été avocat 10 ans avant moi, et moi j'ai fait autre chose avant d'être avocat. Ce qui fait que j'ai eu un parcours assez singulier dans la mesure où je n'ai jamais été collaborateur. Voilà, j'ai eu l'immense profit pendant toute ma vie professionnelle de ne jamais avoir de patron. Et je suis très content de cela. Voilà. Alors ceci étant dit, on essaye d'être sympa avec les collaborateurs, mais je n'ai jamais eu à rendre compte à un patron, puisque j'ai commencé par être prof de droit au Liban, puis j'ai été assistant à la fac de droit de Paris 2, puis j'ai dirigé un organisme de conseil des notaires qui s'appelle le CRIDON, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. À l'époque, il y avait 50 juristes qui travaillaient dans cet organisme. On donne des conseils aux notaires qui ont besoin d'appliquer la loi avant que la jurisprudence ne vienne dire ce que la loi veut dire. Et donc, on essaie de réguler l'application de la loi, ce qui est très amusant. Puis, je suis devenu avocat après. Donc, premier enseignement, je ne sais pas si c'est toujours valable aujourd'hui, mais ça l'était de manière tout à fait claire au début des années 80, c'est-à-dire il y a très longtemps. Ne vous précipitez pas pour devenir avocat. Si vous avez l'occasion de faire autre chose, de voir autre chose, d'apprendre autre chose, allez-y sans hésiter. Et si j'ai fait ça, c'est que, à l'époque, quelqu'un qui devait être aussi vieux que moi m'avait dit, c'était un bâtonnier de Paris, m'avait dit « Tu n'as rien à faire au palais avant 30 ans ». Voilà. Alors, inconvénient, on n'est pas collaborateur. Certains trouveront que c'est un avantage. Inconvénient, on ne fait pas non plus le concours de la conférence du stage parce que c'est réservé par définition aux avocats stagiaires. Mais on s'installe tout de suite. Voilà. Et donc, la création du cabinet d'avocats, elle a commencé pour moi par m'installer tout seul. Ça a été le point de départ. Cette installation, elle s'est faite de manière extraordinairement facile parce que dans mes précédents postes, j'avais en somme, sans le vouloir, glané ma clientèle. Et par exemple, les notaires que j'avais conseillés pendant plusieurs années dans cet organisme de conseil qui s'appelle le CRIDON sont venus vers moi aussitôt que j'avais prêté serment. Et j'ai eu une clientèle immédiatement, ce qui n'est peut-être pas le lot de tout le monde, mais ça a permis de ne pas vivre dans l'inquiétude du client. Les clients étaient là. Et puis ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Voilà, mais je ne suis pas venu pour vous parler de moi, je suis venu pour, me semble-t-il, répondre à la question qui m'est posée, qui est est-ce qu'on peut essayer de réfléchir ensemble au ressort de la création d'un cabinet d'avocats, et j'ai plus envie de dire d'une entreprise d'avocats. Parce qu'un cabinet d'avocats, je l'ai créé tout seul.
Et somme toute, il y a plein de gens qui créent des cabinets d'avocats. Il y a moins de gens qui créent une entreprise d'avocats au sens de une maison qui, dès le premier jour, est construite pour durer. Et pour durer bien au-delà de nous. Voilà, c'est ça l'histoire. Alors, quels sont les ressorts? Moi, je vais vous dire ce qu'ils sont pour moi, en sachant que d'autres peuvent avoir une appréciation tout à fait différente. Pour moi, il faut conjuguer 3 choses. Et encore une fois, on peut très bien ne pas avoir ensemble ces 3 choses. Première chose, il faut avoir un goût, il faut avoir de l'envie. Si on n'a pas de l'envie, on peut très bien être heureux comme avocat sans avoir emmener avec soi plein de gens qui vous font confiance, à qui on fait un chèque tous les mois, et puis qui un jour deviennent vos associés, et puis assurent le relais. Donc, du goût pour cela. Deuxièmement, ça ne sert à rien d'imaginer créer une entreprise si on n'a pas une vision de ce qu'on veut faire. Et je vais vous la dire en quelques mots, mais j'ai encore, c'est la même, une vision de ce que allait être cette entreprise d'avocat. Et puis, il faut avoir un peu de méthode, et parce que si on est complètement désordonné dans sa tête, on peut sûrement être un très bon avocat, mais sûrement pas un chef d'entreprise. Il faut un minimum de rationalité pour que ça fonctionne. Et alors, je suis en train de vous dire que les 3 choses doivent aller ensemble. Si on a le goût, mais qu'on n'a pas de vision sur ce qu'on veut faire, ça ne marchera pas même si on a la méthode. Si on a la méthode pour organiser et qu'on a une vision, mais que franchement, on n'a pas envie de se colter ce travail, il ne faut pas le faire. En d'autres termes, ces 3 éléments, pour moi, sont structurants de la création d'une entreprise. Alors, le point de départ, c'est un gars tout seul dans son bureau qu'il partage dans une société civile de moyens. Et puis aujourd'hui, au moment où je vais arrêter mon exercice professionnel assez vite, aujourd'hui, c'est une maison qui aura cette année 160 avocats et qui exerce à Paris, à Alger, à Casablanca, à Hong Kong, à Shanghai, à Munich, à Tokyo, et il y a 2, 3 autres lieux d'exercice qui se dessinent. Et quand on dit 160 avocats, c'est avec une grosse cinquantaine, un peu plus de salariés. Donc c'est une maison un peu lourde. Voilà. Mais c'est passionnant, et si je devais recommencer, je referais cela. Encore une fois, il faut avoir le goût, une vision et une méthode. Alors, je développe peut-être ces points, ou vous voulez que... On a les 3 points, oui. Eh bien, on dit un petit mot dessus. Le goût. Ça commence, il faut déjà avoir un goût du collectif. En d'autres termes, moi j'ai toujours eu une passion des intérêts collectifs. Je faisais partie de ces gars qui étaient délégués de classe, puis qui à la fac étaient délégués étudiants, et puis qui, dans le notariat, étaient dans le bureau d'une des associations. Ben voilà, il y a un goût pour le collectif. On peut ne pas l'avoir, on peut l'avoir, ça ne se commande pas, mais c'est tout de même un des éléments de la création d'une entreprise, parce qu'on va jouer collectif. Le deuxième élément, alors ça c'est une sorte d'idée fixe chez moi,
et là encore, on peut ne pas l'avoir, c'est j'avais une envie de créer des emplois. Voilà, créer des emplois. J'ai créé beaucoup d'enfants et ça ne me suffisait pas, j'avais envie de créer des emplois, donner du travail. Je pense qu'il y a des gens qui sont qui ont une aptitude, parce qu'ils ont pas mal reçu pendant leur enfance, pendant leur scolarité. Je pense qu'un mouvement naturel, c'est d'essayer de rendre l'appareil, et si on a la capacité de créer des emplois, il ne faut pas s'en priver. Donc, moi, ça a été un sujet. Alors, créer des emplois au sens large, c'est-à-dire à la fois donner du travail à des collaborateurs, qui ne sont pas dans une relation d'emploi salarié, mais aussi créer des emplois. Et on l'a fait avec une extraordinaire fidélité des gens qui sont venus avec nous. On a encore les assistantes du départ. Elles sont toujours dans la maison. Voilà. Et on leur a remis, il y a quelques semaines, la médaille du travail, et elles prendront, on a fêté des départs en retraite, et voilà. Donc, une fidélité de gens avec lesquels on est bien, et on reste bien, même si la maison s'est transformée. Et puis, il faut avoir un petit côté, un petit goût pour être chef de meute, emmener les gens, faire vivre ensemble. Voilà, alors certains diront que c'est un côté géo, d'autres diront que c'est un côté chef scout, d'autres diront que c'est n'importe quoi, mais il faut avoir, encore une fois, tout ça revient au même sujet, le goût du collectif et le goût d'essayer d'entraîner des hommes et des femmes autour d'un projet. Le deuxième élément, c'est effectivement la vision, le projet. Je crois vraiment que si on n'a pas l'idée de ce que pourrait être une offre de service dans le monde économique et social dans lequel on est, il ne faut pas y aller. Il faut se faire engager dans une maison où on sera très heureux, mais on n'aura pas à conduire le navire, à lui donner son cap pour qu'il trace sa route. Hein. Donc, véritablement, il faut avoir cela, et cette vision, nous, elle on peut peut-être la résumer en 3 éléments. Premier élément, qui est un peu prétentieux, mais ça nous a fait vivre. On s'est dit qu'on allait créer un cabinet et que ce cabinet, jusqu'à la fin, il resterait le nôtre. C'est-à-dire qu'on a été très attaché à l'idée d'être indépendant. On reçoit une fois tous les 2 ans à peu près une offre d'Américains ou d'Anglais qui disent « Les gars, on a envie de s'installer à Paris, vous correspondez bien à ce qu'on veut, est-ce qu'on peut vous racheter ?» Bon, alors, on se dit qu'il faut tout de même réfléchir à ces questions parce qu'il y a un peu de sous qui est mis sur la table, et on se réunit, et on délibère, et on dit non, très poliment, mais on dit non. Voilà. Et c'est comme ça depuis le début. Donc, on a un goût pour cette entreprise qu'on a créée et qui nous conduit à rester nos patrons. Le deuxième élément de la vision, c'est un terrain d'exercice large. Depuis le premier jour, on a pensé que le métier d'avocat, il était évidemment un métier superbe, mais que c'était très amusant de l'exercer sur un territoire plus large que l'Hexagone. D'où les bureaux étrangers. D'où plein de bêtises qu'on a faites la première fois. Notre premier bureau qu'on a ouvert à Hong Kong, on ne sait même plus pourquoi aujourd'hui, ça a été une calamité parce que on perdait de l'argent chaque année, on mettait de l'argent et on n'avait pas compris les recettes pour qu'un cabinet se développe bien à l'étranger. Après
toutes ces erreurs. Tous les cabinets qu'on a ouverts ont été des cabinets profitables, agréables et qui fonctionnent bien. Mais cette idée du cabinet français indépendant qui a une sphère géographique d'exercice plus large que notre seul pays, c'est une idée qu'on a depuis le départ, qu'on a mis un peu de temps à mettre en œuvre et que, par les temps qui courent, on est très content d'avoir mis en œuvre. L'année dernière, nous avons fait un peu plus de 20% de notre chiffre d'affaires dans les bureaux étrangers. 20%, ça commence à être significatif, ça nous donne une certaine solidité face à un pays, la France, dans lequel vous connaissez comme moi le rythme de sa croissance, et donc sur lequel la capacité de se développer est nécessairement contrainte par une situation économique morose. Donc aller chercher le développement sur des marchés émergents où il y a de l'activité, ce n'est pas une mauvaise idée. Donc ça, c'est le deuxième point, un territoire large. Et le troisième point, c'est essayer en permanence d'avoir un modèle d'offre de services qui soit un peu innovant. C'est-à-dire essayer de ne pas faire comme tout le monde, tout le temps. Il nous arrive de faire comme tout le monde, mais essayer de ne pas faire comme tout le monde tout le temps. Ça veut dire, au-delà des moyens, au-delà de la méthode que je vais vous énoncer, ça veut dire essayer d'avoir une connaissance du marché, et s'agissant de notre cabinet, je dois dire des marchés, parce que celui d'Alger, il n'a pas grand-chose à voir avec celui de la France. Donc une connaissance des marchés qui nous permet de proposer à une clientèle déjà existante ou à une clientèle que nous lorgnons des services. Et nous construisons des services en permanence. Nous inventons. Lorsque on me demande de me présenter comme avocat, je dis que je suis un créatif. D'habitude, on réserve cela aux gens qui font de la publicité. Moi, je nous présente comme créatifs, c'est-à-dire nous essayons d'inventer des structurations, des dispositions contractuelles, des services que nous proposons parfois en partenariat avec une autre entreprise, d'une autre spécialité, etc. Donc, cette idée d'être innovant, ça oblige en permanence à se remettre en cause. On ne gagne pas à tous les coups. Il y a eu des offres de services qu'on a proposées qui n'ont pas eu de succès. Il y en a eu d'autres qui développent un plein succès. Et si vous allez sur notre site, donc Lefebvre-Pelletier associé, si vous allez, j'ai oublié de vous dire que je m'appelle Philippe Pelletier, je suis l'un des deux. Si vous allez sur notre site, vous verrez la part qu'on réserve au développement durable, au sujet d'environnement. Vous verrez l'investissement qu'on fait dans ce secteur-là. On y consacre beaucoup de temps et on pense que c'est un moyen de se singulariser, d'être un peu en avance, un peu décalé par rapport à d'autres cabinets. Donc cet aspect innovant, on essaye de le puiser dans la connaissance qu'on a des évolutions que l'on devine chez nos clients. C'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'on ne prend pas une photographie de ce que sont nos clients, on essaye d'entrer dans leur démarche prospective, d'être attentif à leurs projets et de dire on peut vous accompagner sur ce sujet-là. Donc, la vision qu'on a, c'est exercer ce métier d'avocat, évidemment, dans ses fondamentaux, hein, c'est-à-dire le faire proprement, le faire dans le respect de ce qu'on appelle nos principes essentiels. Ça va de soi. Ça va peut-être mieux en le redisant, mais ça va de soi. On explique toujours à celui qui pourrait être un peu en train de vaciller et de se demander si
telle solution de facilité un peu complaisante, il ne peut pas la prendre, on l'arrête en lui disant que ce qui distingue l'avocat d'un agent d'affaires, d'un intermédiaire, c'est justement sa déontologie. C'est le fait qu'une confidence qui est faite par un client, elle restera dans le secret. C'est le fait que le principe du contradictoire sera respecté de manière absolue. C'est tout cela qui sont parfois vécus comme des contraintes et que nous vivons comme une richesse, parce que si on n'a pas ça, on devient une profession très ordinaire. Donc, à la fois la tradition maintenue simplement, comme la très grande majorité des avocats le font, et puis à la fois cette recherche de modernité par l'innovation. Et tout ça, donc ça dessine un cabinet d'avocats français indépendant, cabinet d'affaires qui se projette à l'international. Troisièmement, une méthode. Il faut avoir quelques idées qui, mises bout à bout, font qu'une entreprise tient debout. La première des idées, c'est regarder comment font les entreprises. Je n'ai aucun goût pour réinventer la roue. Il y a des entreprises qui ont compris comment on faisait pour tenir debout, pour gagner des parts de marché, pour se développer. Il faut les observer et il faut adopter leur code. C'est la bonne méthode pour pouvoir construire son entreprise de droit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire plein de choses. D'abord, penser qu'un avocat ne sait pas tout faire et qu'il y a des professionnels qui savent mieux faire que nous certaines choses. Et donc, on a très vite, dès qu'on a pu exister, on a très vite utilisé le recours à des professionnels pour gérer le cabinet, pour gérer les ressources humaines, pour gérer l'informatique, pour tenir la comptabilité, pour assurer le contrôle de gestion et pour nourrir notre démarche marketing, au sens de connaissance du marché. Bon, tout cela avec des bons professionnels. La deuxième chose, c'est que on s'est dit qu'il y avait des démarches un peu structurantes des entreprises et qu'on aurait tort de s'en priver. Ça a été le cas très vite pour nous de la démarche qualité. Nous avons eu une certification qualité. On était probablement parmi les tout premiers cabinets d'une certaine taille qui obtenaient cette certification qualité. Ce n'est pas pour le fun, c'est parce que ça permet de faire une entreprise en ce sens que la démarche qualité, elle a pour fonction de faire que tout ce qui se fait dans l'entreprise se fait d'une manière assez normalisée. Faire en sorte que la lettre qui part de l'un ou de l'autre d'entre nous, elle se ressemble quand elle arrive chez le client. Faire en sorte que la réception d'une demande d'un client, elle est traitée à peu près de la même manière, à peu près dans les mêmes délais. Ça passe par des choses toutes petites. Essayons d'avoir une même police de caractère pour tous les papiers qui sortent de la maison. Et puis ça va sur des choses plus importantes qui est la connaissance du client et la recherche de sa satisfaction. Comment on fait ? Est-ce qu'on l'interroge pour lui demander s'il est content ? La réponse est oui. Comment on gère la relation d'honoraires ? On le fait comme le font toutes les entreprises, c'est-à-dire d'une façon transparente, ouverte. Moi, j'ai aucun problème à demander de l'argent et à expliquer que je coûte de l'argent, mais je sais aussi, comme peut le négocier des entreprises, à ne pas rester dans ma formule unique de rémunération au taux horaire, mais m'adapter aux besoins ou aux pratiques de nos clients. Voilà. Donc, utiliser les codes de l'entreprise et la démarche qualité, on l'a continuée. Maintenant, on est dans une démarche de la responsabilité
dite sociale ou sociétale de l'entreprise. Et vous verrez sur notre site qu'on s'est mis l'obligation de faire tous les 2 ans un rapport RSE pour dire où on en est, etc. Bon, les codes d'une entreprise, c'est aussi s'obliger à avoir une certaine parité. On est probablement, dans un cabinet qui compte 30 associés, on est probablement le seul, peut-être pas, mais un des seuls cabinets français où il y a autant de femmes associées que d'hommes associés. La pyramide des cabinets, c'est beaucoup de femmes collaboratrices, pas beaucoup chez les associés. Là, on a fait ce choix qui est tout à fait voulu, qui est que la diversité homme-femme est une richesse. Hein, c'est tout simplement cela. Et que la prise de décision d'une instance dans laquelle il y a autant de femmes que d'hommes, ça fonctionne bien. Je ne suis pas en train de dire que les uns ont telle qualité, les autres telle qualité. Je suis en train de dire que le mélange homme-femme dans une instance de direction, c'est une très bonne chose. Et donc, voilà un des éléments de l'entreprise. On a un comité d'entreprise. On n'était pas obligé de l'avoir parce qu'on n'avait pas les 50 salariés, mais on s'est doté d'un comité d'entreprise parce qu'on pensait que c'était un bon lien avec les salariés, un bon lieu de discussion et d'explication. Et puis, ça permettait à mon épouse, qui est à la tête du département social, de savoir de quoi elle parlait lorsqu'elle conseillait ses clients en droit social sur le fonctionnement d'un comité d'entreprise. Elle peut dire « je préside le comité d'entreprise depuis plusieurs années » et ce n'est pas mauvais dans la discussion avec les clients. On pratique des délégations de pouvoir, on pratique évidemment un contrôle des comptes. Ça, ce sont des techniques de l'entreprise. Et puis, pour se développer, on a choisi aussi d'autres techniques de l'entreprise. L'une d'entre elles, c'est la fusion de sociétés. Le cabinet, il a comme caractéristique, ce qui est assez singulier aussi en France, d'être né dans sa formule actuelle par une fusion qui est intervenue en 1993 entre un cabinet qui avait été créé par Philippe Lefebvre et un cabinet qui avait été créé par moi. Chacun de nous, nous avions 4 associés. On a fusionné nos cabinets. La rencontre, tout ça pour dire qu'il y a aussi des opportunités à saisir. La rencontre, c'est dans la salle des pas perdus, en attente de plaider un référé l'un contre l'autre, et on ne se ménageait pas, mais on attendait désespérément de passer. On était tous les deux dans un bon jour, on s'est mis à bavarder, et on a commencé à échanger sur quelle vision on avait de notre développement. On a vu que c'était la même chose. On est rentré dans la salle des référés, on s'est bien bagarré, je ne sais plus qui a gagné, mais on s'est revus et très vite, on a fusionné. Et puis la deuxième fusion, c'est celle qu'on fait en ce moment. Nous étions 130 avocats, un cabinet de 30 avocats. Nous sommes en train de nous rapprocher avec l'idée, là encore, d'un apport réciproque tout à fait réel, à la fois par les activités exercées et le territoire sur lequel on les exerce. Tout ça nous paraît bien fonctionner. Donc ça conduit à des transformations. Mais voilà une deuxième fusion. C'est une technique très peu utilisée par les cabinets d'avocats et c'est une technique que utilisent nos clients. Nous essayons d'apporter la démonstration que ces techniques de l'entreprise, ça fonctionne. Et puis après, dans les méthodes, il y a deux autres sujets pour moi tout à fait essentiels. Il y a un sujet qui est celui du partage. Une société dans laquelle 90% du résultat sont partagés entre les deux fondateurs
et 10% du résultat entre les autres associés, est une société qui ne durera pas très longtemps. Donc il faut accepter très vite de partager très largement ce qu'on gagne. Ça n'empêche pas qu'on continue à bien gagner sa vie, mais on partage très fort et on arrive à des mécanismes. Aujourd'hui, dans notre société d'avocats, la rémunération des associés est dans un rapport de 1 à 3 ou 3,5, ce qui est assez serré. Et c'est la bonne méthode. C'est la bonne méthode pour que la société se développe. Bon, les décisions très collégiales, c'est une méthode qui marche très bien chez nous à 30 associés et bientôt à 38 avec l'effet de la fusion. On pense que les grandes décisions sont prises, peuvent être prises ensemble, mais ça suppose de se poser, de prendre le temps de regarder les dossiers, de les expliquer. Il nous arrive, comme dans les entreprises, que des décisions importantes pour notre développement, nous les différions parce que ça n'emporte qu'une partie du consensus des associés et que ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on soit quasiment presque tous d'accord pour qu'on donne des évolutions qui aient la chance de prospérer. Donc, si on a raté la communication, la réflexion collective, on fait reposer le sujet, on le retarde, on le remet sur la table et on finit par avoir, à un moment donné, un état de maturité de la réflexion qui fait qu'elle est prise et qu'elle sera mise en œuvre. On fonctionne avec des journées stratégiques. Il y en a, ça dure 1 ou 2 jours, il y en a 1 ou 2 par an, très préparées, sur lequel c'est dans ce cadre-là qu'on a pris toutes les grandes décisions d'évolution que l'on conduisait, et ça fonctionne. Il faut accepter, puisqu'on est une entreprise, il faut accepter d'investir, c'est-à-dire de se fabriquer des revenus différés. Et là, je dois avouer qu'il y a parfois un décalage étonnant entre les plus âgés, qui sont très enclins à investir, c'est-à-dire à fabriquer du revenu différé dont il est probable qu'ils ne verront pas la couleur, et puis les plus jeunes, qui sont plus dans une logique de l'immédiateté et qui veulent qu'on distribue tout de suite et que investir pour l'avenir, c'est peut-être pas si fondamental que ça. Là, il y a presque un choc de génération. Bon, on y arrive, mais on prend des voies médianes entre le tout investissement et le tout distribution immédiate, mais on est confronté à une relation à l'entreprise qui, pour les plus âgés, est une relation exclusive, pérenne, et pour les plus jeunes, pas toujours, parce qu'ils sont bien là, mais peut-être que demain, ils seront mieux ailleurs. Et c'est peut-être ce qui les incite à dire c'est peut-être pas si la peine d'investir longtemps. Bon, ce sujet-là est un sujet réel. Et puis, je termine en disant que parmi les méthodes, alors il y a un sujet essentiel sans lequel un cabinet, une entreprise ne dure pas, c'est une démarche prospective en permanence. Nous vivons avec un plan triennal. Et ce plan triennal, il est glissant. Chaque année, il se décale d'1 an. C'est-à-dire que nous construisons un chemin. Là, nous avons, aujourd'hui, nous sommes sur le chemin 2016, 2017, 2018. Nous construisons un chemin dans lequel nous avons traduit dans un document la vision que nous avons du nombre que nous serons, du chiffre d'affaires que nous réaliserons, des territoires sur lesquels on se déploiera, des activités que l'on n'a pas, que l'on aura agrégées, du nombre d'associés qu'on sera, etc. Donc on construit un projet, et après les décisions, elles s'orientent autour de ce projet. Et
C'est comme ça qu'on fait une entreprise, même si dans le projet, on le voit, il y a une part des choses qui ne se réalisent pas. Lorsque on avait construit ce projet début 2007, sur la période 2007, 2008, 2009, on n'avait pas imaginé la crise économique qui nous a frappé, nous, où on est assez investi dans le champ immobilier, qui nous a frappé de plein pied, de plein fouet, parce que la capacité de nos clients s'était effondrée. Pour ceux qui s'intéressent à ça, l'investissement dans l'immobilier d'entreprise est passé en 3 ans de 30 milliards à 15 milliards, puis à 8 milliards. C'est-à-dire que voilà deux années de suite, la capacité d'intervention de nos clients s'est divisée par 2. Alors, il est vrai que dans ce cadre-là, le projet qu'on a construit avant la crise, il faut l'ajuster parce que la réalité que l'on a affrontée est différente de celle qu'on avait prévue. Il n'empêche, c'est un exercice tout à fait essentiel pour construire une entreprise d'avocats qui soit pérenne. Voilà, donc j'ai terminé avant qu'on discute cet exposé introductif. Je vais ajouter que lorsque je quitterai cette société d'avocats l'année prochaine, à 68 ans, nous avons posé dans nos statuts que 68 ans était la date limite, ce qui est une très bonne idée. Il ne faut pas encombrer trop. Donc lorsque je partirai, moi je pense qu'on aura construit une entreprise qui durera. Depuis plusieurs années, le pouvoir a été passé aux plus jeunes. Moi, j'ai plus de fonction de direction dans l'entreprise, même si pendant 15 ans, je l'ai co-géré avec l'autre Philippe Lefebvre. Et tout ça fonctionne de manière bien, c'est-à-dire que le relais est pris. Bon, une entreprise, ça connaît de temps en temps des chocs. Nous en avons eu un en 2010, à la suite de la crise que j'évoque, où une partie importante de nos associés nous ont quittés, parce qu'ils pensaient que notre modèle était un modèle qui était fragile au regard de la crise. Donc certains sont allés se mettre sous un pavillon anglais ou américain, d'autres ont fabriqué leur petite boutique à 4 avocats. Nous, on est restés, la clientèle est largement restée, et puis on a essayé de redévelopper notre société en trouvant de nouveaux associés et en essayant de ne pas recommencer quelques erreurs de casting qu'on avait pu faire avant. On apprend, et c'est ça qui est très, très, très sympa. Et donc, cette boutique, elle tourne, voilà, elle tourne. Et c'est un grand bonheur. Moi, voilà. Donc, je ne vous ai pas beaucoup parlé du métier d'avocat, parce que ce n'était pas ce qu'on me demandait, mais je vous ai parlé du cadre dans lequel on exerce ce métier, et je suis tout prêt à vous en dire davantage. Mon épouse a été collaboratrice pendant 3 ans, ce qui était le minimum légal, et puis elle s'est installée. Mais comme je l'ai raconté tout à l'heure, pendant ce temps-là, je n'étais pas encore avocat et je gagnais ma vie. Et elle a donc pu s'installer tout de suite et développer une clientèle à partir d'à peu près rien, parce que je gagnais ce qu'il fallait pour faire vivre nos enfants. Et donc, elle a pu dépenser ce qu'elle gagnait pour avoir d'abord une collaboratrice, puis une secrétaire quelques heures, puis ça a grossi. Voilà. Donc, elle n'avait pas besoin de gagner de l'argent pendant 2, 3 ans, 4 ans de son installation. Et elle en a gagné
au bout de 2-3 ans. Bon, ça suppose, c'est tout de même une situation particulière. Si on a besoin de gagner sa vie, je pense qu'il faut commencer par développer une clientèle personnelle dans le cadre d'une collaboration. Nous disons à nos collaborateurs, ayez des clients. Et nous le disons, ça peut paraître baroque. Alors, mais on le dit parce que on pense que l'apprentissage de la relation avec son client est très riche et que le cabinet va en bénéficier. Donc les avocats collaborateurs au bureau sont incités à développer une clientèle jusqu'à un certain niveau. Si la clientèle occupe 30% de leur temps, on leur dira qu'il faut peut-être qu'ils s'installent. Pour ceux qui ne veulent pas avoir la responsabilité de la clientèle, on leur propose d'apporter la clientèle au cabinet et on a une clé de partage de l'honoraire reçu entre le collaborateur qui l'a apporté, qu'il traite ou qu'il ne traite pas le client, et la société qui traite le client. Voilà. Donc, c'est une bonne chose de développer sa clientèle, et c'est souvent comme ça que ceux de nos collaborateurs qui se sont installés l'ont fait parce qu'ils avaient une clientèle personnelle. Alors, j'ai donné mon exemple qui, là aussi, n'est pas forcément reproductible, qui est une clientèle rencontrée et fidélisée avant d'être avocat. Bon, encore une fois, ce n'est pas reproductible. J'ai rencontré cette profession notariale que j'ai servie pendant plusieurs années, et elle est venue, puisqu'il arrive que les dossiers de notaire deviennent des dossiers contentieux, elle est venue vers moi, et j'ai travaillé pour elle dans la première partie de ma vie. Il y a tout de même des méthodes pour se faire remarquer. La meilleure méthode, c'est celle d'être très bon dans un dossier contre un adversaire qui devient après votre client. Ça marche extrêmement bien. C'est-à-dire qu'il faut gagner très fort. Il faut qu'il comprenne qu'il a en face de lui un avocat qui est probablement plus affûté que son propre avocat. Et il viendra vers vous le coup d'après. Donc ça, c'est une très bonne méthode. L'autre méthode, ça consiste à se faire un petit îlot de spécialité et en le faisant connaître par des publications, des formations, etc. L'expérience des formations, c'est que, pas à chaque fois, mais une fois de temps en temps, un client émerge. Bon, ben c'est une bonne méthode. Et puis, la meilleure façon de développer une clientèle, c'est de bien traiter ses clients qui sont d'excellents prescripteurs. Hein, c'est la meilleure prescription. C'est le client content qui dira à d'autres gens qu'on peut venir chez vous. Voilà. Je ne sais pas quelle est la règle. Il y a aussi des hasards tout à fait étonnants. Ce qui a probablement mis le pied à l'étrier de mon épouse, c'est le fait que, faisant du droit social, elle a rendu un service à une vague connaissance qui avait un problème de licenciement d'une employée de maison. Je ne suis pas sûr qu'elle ait fait facturer ce service. Et il se trouve que l'employeur en question est devenu le patron d'une banque à la suite de sa nationalisation en 1981. Et il a pensé à prendre mon épouse comme conseiller de la banque. Ça a été son premier gros client. Ça paraît complètement improbable de passer d'un dossier très modeste à un dossier, et probablement non rémunéré, à un courant de clientèle qui après s'est développé fortement, mais c'est ainsi que ça s'est fait. Donc, pour développer une clientèle, il y a plein de ressorts, il y a plein de leviers, même les plus insoupçonnés. Il ne faut rien négliger, il faut être attentif.
il faut à la fois gagner contre le contradicteur, je parle du client qu'on a en face, gagner contre l'adversaire, mais aussi le respecter. Il ne faut pas le blesser, mais il faut néanmoins gagner, et il est un client potentiel, et puis se faire connaître par différentes actions. Voilà. L'enseignement et l'écriture restent un mode assez efficace. Alors, nous avons pris un parti sur ce sujet, parce qu'il y a deux méthodes. Il y a la méthode de l'anticipation, et puis il y a la méthode plus sûre, qui est d'attendre que la clientèle soit là, que la force de travail n'y soit plus pour recruter. Nous avons pensé que la seule bonne méthode, c'était la première, c'est-à-dire anticiper sur le développement. Et nous avons presque toujours eu raison de faire cela. Pourquoi ? Parce que vous avez un cercle vertueux qui peut se transformer en cercle vicieux. Le cercle vicieux, c'est celui d'attendre d'être surbooké pour recruter. Vous allez créer de l'insatisfaction chez vos clients existants pendant le temps où vous n'aurez pas la force de travail de nature à assurer la réactivité qu'ils attendent. Dans l'autre hypothèse, cercle vertueux, vous aurez anticipé un recrutement en postulant que ce recrutement va vous donner une meilleure disponibilité qui va faire que les clients, de plus en plus contents par votre réactivité, vont vous confier de plus en plus de dossiers. Et ce système-là, ça fonctionne. Donc moi, ma règle, c'est soyons confiants dans l'avenir, anticipons le développement, et donc ayons une force de travail un peu plus forte que ce que la situation actuelle requiert, parce qu'elle permettra de créer la situation de demain qui sera une situation de développement. Voilà, on a toujours fait ça. Alors de temps en temps, il y a effectivement le trou d'air où les collaborateurs ont moins de travail. Et bien c'est le moment d'aller se former, c'est le moment d'écrire, c'est le moment de sortir un bouquin, c'est le moment de faire tout ça. Donc il y a toujours le temps de s'occuper. Notre schéma de développement est un schéma proactif qui consiste à, par l'observation que l'on fait du marché, le marché c'est à la fois nos clients mais à la fois des prospects, par l'observation que l'on fait du marché, essayer d'identifier les services qu'on peut aller leur proposer. Donc on n'est pas du tout dans la position d'attendre que le client vienne frapper à notre porte. On est dans la position d'aller le démarcher. Voilà. Donc nous, c'est notre choix et ça consiste à aller proposer des services, aller proposer des contrats innovants. Non, je ne vais pas vous les évoquer, mais en ce moment, on est en train de proposer à des gens qui ne sont pas nos clients, de les aider à contractualiser une relation avec l'État ou avec les collectivités territoriales. Bon. C'est très nouveau. Ce qu'on leur vend, c'est quelque chose qui existe aux Pays-Bas, qu'on pense qu'on peut acculturer en France. Voilà. Ben, en ce moment, c'est une de nos démarches. Donc, elle est bien de ne pas s'endormir et pas attendre. Surtout ne pas attendre. C'est pas intéressant. Et donc, on est dans une relation de démarche, mais une démarche collective. Puis, on a fait alors un choix d'organiser la relation avec nos clients en exposant beaucoup les associés. Il y a des cabinets dans lesquels l'associé est l'homme qui dirige et contrôle l'équipe, qui noue la relation de travail avec le client, qui vient clore la relation de travail, mais le gros du travail est fait par des collaborateurs confirmés.
il y a ça dans beaucoup de cabinets de notre taille. Nous avons fait un choix différent, qui est beaucoup d'associés, chaque associé ayant 2 ou 3 collaborateurs, ce qui conduit chaque dossier à être conduit du début à la fin par un associé présent dans le dossier. En somme, dans certains cabinets, les gens qui sont mes associés seraient des collaborateurs autonomes. Mais l'association leur donne un rang, une place, qui fait que le client est très content de cette relation. Donc ça, c'est une première orientation, donc un modèle, beaucoup d'associés, très peu de collaborateurs, ce qui permet à l'associé d'être présent dans les dossiers. Le deuxième modèle est un modèle de spécialisation, mais d'action groupée. Je m'explique. Chez certains de nos confrères qui œuvrent dans le champ immobilier, la plupart des associés ont une compétence assez généraliste. C'est-à-dire qu'ils font de l'investissement, et sous le mot investissement, ils sont capables de faire à la fois du conseil en matière de vente, en matière de baux, en matière de fiscalité, un peu en matière d'urbanisme, en matière d'environnement, etc. Ce n'est pas le choix qu'on a fait. Nous avons fait le choix d'avoir des avocats très spécialisés, mais de les faire travailler ensemble. Ça veut dire que la personne qui fait chez nous du droit de l'urbanisme, elle ne fait que du droit de l'urbanisme. Elle ne fait pas de l'investissement, elle ne fait pas du droit locatif. Voilà. Et ce modèle-là permet d'avoir une assez bonne efficacité dans le service. Il est clair que la personne qui fait toute la journée de l'urbanisme, elle produit un service en 1 heure ou 2 heures, là où quelqu'un de plus généraliste mettrait un temps plus important pour arriver à la bonne solution. Et puis elle a l'expérience de la redondance qu'elle acquiert en traitant cette spécialité. Et donc on pense qu'on va plus vite, on pense qu'on est plus sûr, mais ce modèle ne fonctionne que si on fait travailler ensemble les associés. Et on est sur un modèle aujourd'hui très collectif. Non pas que tous les dossiers, il y a 3, 4, 5 associés, mais dès que c'est nécessaire, un associé vient apporter son concours, qu'il soit exposé au client ou qu'il ne le soit pas, ça dépend. Et ça donne quelque chose que je crois efficace. Mais c'est un modèle que nous cultivons et qui est un petit peu singulier. Écoutez, on voit encore dans des activités de niche, on voit encore des cabinets petits, très spécialisés, qui ont une très bonne reconnaissance de la place. Donc oui, je crois que le modèle qui est probablement compliqué, c'est celui de l'avocat qui fait un peu de tout et qui s'installe tout seul. Je pense que c'est compliqué. Alors, je ne sais pas vous répondre, mais dans le sens que vous indiquez, mais je vais vous répondre à l'envers. Nous avons ouvert un cabinet en Allemagne, à Munich, avec 4 associés là-bas. Ils ont constitué une structure de droit allemand. Voilà. Nous avons des structures de forme assez différentes dans les différentes juridictions où on a des bureaux. Il n'y a pas de règle unique. Et en somme, nous avons, là aussi c'est une méthode des entreprises, nous avons 2 types de bureaux dans les pays étrangers. Nous avons un bureau où nous sommes partis souvent de rien, nous avons fait l'investissement de trouver les hommes, les locaux, l'activité sur place. Donc c'est des bureaux dans lesquels on a investi. Et puis on a des bureaux dans lesquels on s'est contenté de trouver des hommes, de leur proposer de travailler sous notre marque, un peu comme une franchise. Et ça marche très bien aussi. Et là, l'investissement est très faible. Donc on a les 2 approches pour se développer sur des marchés
où on pense qu'il y a un enjeu qui varie beaucoup suivant les marchés. Par exemple, le cabinet de Tokyo, il a comme principale fonction de permettre à des clients japonais d'investir en Europe. Donc c'est dans ce sens-là que ça se fait, du Japon vers la France. Le cabinet allemand, c'est dans les deux sens. Nous accompagnons des acteurs français en Allemagne et des investisseurs allemands en France. Le cabinet en Algérie, du fait de la règle sur les investissements étrangers en Algérie, où en somme la porte a été fermée il y a quelques années, ben, on travaille pour des sociétés algériennes en Algérie. Et pour se développer, on a fait un partenariat avec le grand cabinet algérien local. Donc nous sommes ensemble, ce qui nous conduit à être les seuls en Algérie à avoir le droit de faire du droit en Algérie. Parce que vous savez que dans la plupart des juridictions, les cabinets français sont des cabinets de conseil, mais pas des cabinets d'avocats, puisque nous n'avons pas le droit de faire du droit. Et là, cette proximité nous le permet. Donc, beaucoup de modèles différents, et les cabinets anglo-saxons que vous évoquez, ils constituent des structures de droit français. Alors, si vous êtes, comme vous semblez l'exprimer, un vrai entrepreneur, c'est-à-dire qui a envie de développer une structure d'exercice, il faut continuer. Il faut peut-être se dire que tout seul, c'est peut-être pas la bonne méthode. Il faut peut-être essayer de se rapprocher d'autres gens. Il faut peut-être essayer de trouver une autre économie où on met en commun des moyens, ce qui diminue les charges. Mais il ne faut pas arrêter si votre volonté, c'est d'entreprendre. Le champ du droit permet d'entreprendre. J'ai cette conviction profonde. Le champ du droit permet d'entreprendre. Il y a plein de choses qu'on n'a pas encore inventées. Il faut absolument avoir l'idée que la science juridique, elle se renouvelle en permanence. Et qu'on invente des services, qu'on invente des produits, qu'on invente des contrats. Voilà. C'est aussi simple que ça. Hein? Et on les invente. On les invente. J'ai par exemple fait, il y a quelques années, une construction intéressante pour un grand groupe hôtelier français qui voulait céder les murs de ses hôtels. Et il est venu me voir. Alors, tiens, voilà comment un client vient. Il est venu me voir pour une raison et sous une condition. La raison, c'est que j'avais, l'année d'avant, à la demande du ministre de la Justice, commis un rapport proposant une réforme des baux commerciaux. Et en ayant fait travailler plein de gens. Bon. Et il avait trouvé que dans ce rapport, il y avait 2-3 idées qui les intéressaient. Et donc, j'ai eu un téléphone de ces gens que je ne connaissais pas. Vous êtes bien Philippe Pelletier? Ouais, c'est vous qui avez écrit ça? Oui. Eh bien, on aimerait bien vous rencontrer. Voilà. Et donc, ça a été le lien. La condition, je prenais la place alors d'un cabinet, d'un grand cabinet français pour lequel j'ai la plus grande estime, qui m'a dit, la seule condition, c'est que vous ne me rejouez pas ce que je viens de vivre, c'est-à-dire l'associé qui est là pour le deal et qui revient pour le champagne au moment du closing. Si on vous prend, vous êtes présent sur tout le dossier. Et vu que ça correspondait à notre modèle d'exercice, j'ai dit oui, on a été retenu et on a fait toutes les opérations de cession parce qu'on leur a inventé, et si je dis ça, c'est l'invention, on leur a inventé un truc que depuis les autres ont copié, qui était un bail dont le loyer était assis sur le chiffre d'affaires réalisé par l'hôtel,
plus exactement par le portefeuille d'hôtel, et sans qu'il y ait de cap. C'est-à-dire que le bailleur était complètement en risque. Et pour que le bailleur accepte le risque, il fallait imaginer un partenariat dans lequel il mettait un peu son nez dans la gestion des hôtels pour essayer de cantonner le risque. Et on avait fait ce truc-là qui a marché très 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 bien. Et voilà, l'invention, ça a été le bail, loyer assis sur le chiffre d'affaires, sans être encadré. Voilà. Bon. Et on a fait en sorte que ça vive. Donc, au-dessus du bail, il y avait une convention de partenariat, il y avait des respirations pour permettre de vendre un certain nombre d'hôtels, enfin bon, etc., de faire du développement. C'était une construction amusante. Voilà, et ben, on peut inventer tous les jours des structures qui répondent bien aux besoins de l'économie. Hein. Le droit, ce n'est pas une fin en soi. Hein. C'est un outil pour développer l'activité économique et sociale d'un pays. Donc on est là pour rendre possible des développements. D'où le fait qu'il faut être imaginatif. Il faut être des inventeurs de solutions. Alors, réseaux sociaux, je suis mal placé pour en parler parce que je n'appartiens à aucun réseau social. Mais mes associés plus jeunes sont très engagés dans les réseaux sociaux. Nous avons, notre département immobilier sort un tweet IMO, presque tous les jours, je crois. Et puis, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est un lieu de développement, mais c'est un lieu de diffusion de la connaissance, et on le prend comme ça. Les publications, je réponds à l'autre deuxième question. Les publications, notre cabinet publie considérablement, peut-être trop, mais alors ça prend la forme ou de plaquettes d'informations sur des sujets. Par exemple, nous sortons au mois de janvier de chaque année une brochure qui raconte ce qui s'est passé l'année d'avant. Il y a la brochure droit immobilier, droit et fiscalité de l'immobilier, il y a la brochure droit social, il y a la brochure banque finance, il y a une brochure fiscalité en général. Donc en janvier, on résume la jurisprudence, la législation de l'année écoulée. Deuxièmement, on sort des bouquins. Et on en sort 2 à 3 par an, ce qui est beaucoup. Alors là, et puis troisièmement, on a inventé, au sens de l'inventeur, c'est-à-dire était à l'origine de la création d'une revue qui est portée par le groupe Le Moniteur, qui s'appelle Opérations immobilières. Je suis l'inventeur à partir d'une idée que les revues ne répondaient pas bien aux besoins de nos clients, parce qu'elles étaient trop enfermées dans une spécialité, et que les opérations immobilières que font nos clients peuvent avoir une revue qui traite de l'ensemble des sujets. Donc on a développé cela, et on l'a fait vivre depuis 5 ans à peu près. On sort une newsletter pour opérations immobilières au début de chaque semaine. Et puis les bouquins, oui, les bouquins, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Le département social en publie. Moi, j'en ai publié un sur... on en a publié 2 sur les baux. On en a publié un sur l'immobilier d'entreprise. Un sur l'investissement dans l'immobilier d'habitation. Voilà, c'est beaucoup l'immobilier, mais on sort des bouquins. Et puis, cette activité de publication se prolonge dans une activité consistant à offrir l'information la plus large possible à nos clients sous forme de petits déjeuners. L'idée est très simple. L'accès à l'information est aujourd'hui tel que tout le monde peut accéder à l'information. Donc notre valeur ajoutée,
c'est de la rendre cohérente, cette information, de la présenter de manière cohérente. Et nous pensons que plus on livre à nos clients de l'information de base, plus ils nous poseront des questions à valeur ajoutée. En d'autres termes, il y a quelques années, le boulot d'un avocat, c'était de répondre à des questions de base. Aujourd'hui, ce n'est plus son travail parce que les réponses sont accessibles sur Internet. Et donc, le travail, c'est de donner cette information, de la faire circuler intelligemment, et ça suscite questions plus élevées, plus intéressantes, où on peut faire notre office qui est de donner de la valeur à un conseil que l'on dispense. Et par exemple, toujours en matière locative, il y a eu 2 grandes lois, une dans le champ de l'habitation, une dans le champ commercial, récente. Eh bien, on est allé, on a fait des séances au bureau, et on est allé dans beaucoup d'entreprises clientes former le personnel de ces entreprises. C'est l'occasion de nouer des liens, c'est l'occasion qu'ils repèrent les binettes qu'ils ont au bout du fil le reste du temps, et ça développe une relation de clientèle. Les dossiers viennent après la formation. Donc, c'est un moyen d'entendre aussi les gens dans l'entreprise poser leurs questions, ce qui nous permet de comprendre quels sont leurs sujets de préoccupation. Donc, je suis un fervent partisan des publications. Non, nous n'avons pas fait de publicité. Pour le moment, nous ne faisons pas de publicité. Nous sommes très rétifs à l'idée d'avant le droit de faire la publicité, qui était de payer pour être publié. Ça me paraissait être quelque chose d'un peu à l'envers, donc on ne l'a jamais fait. On ne l'a jamais fait. Ce qui fait qu'il y a des revues dans le public rédactionnel dans lesquelles, pour être publié, il faut apporter une contribution. Ce n'est pas notre modèle économique. Voilà. Et on ne le fait pas. Ça nous est égal de ne pas être payé, mais l'idée de payer nous gêne. Voilà. Et la publicité, j'ai vu un grand cabinet avait commencé à faire de la publicité. Peut-être que c'est une bonne idée. Moi, je ne crois pas. Nous nous faisons connaître dans un certain nombre de cercles dans lesquels nous sommes en même temps que sont nos clients, où nous nous faisons connaître par des activités qui sont un peu en marge du métier d'avocat. Si je peux un instant parler de moi, j'ai fait un choix tout à fait au début de ma vie professionnelle, qui est de ne consacrer à des activités marchandes qu'une partie de mon temps. C'est un choix de vie que j'ai fait, qui fait que j'ai toujours eu à côté de mon métier d'avocat d'autres activités, beaucoup dans le domaine du logement. J'ai été le président d'une grande fédération qui représente les bailleurs, puis après j'ai été désigné par l'État comme président d'un établissement public qui s'appelle l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA. Ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est un organisme un peu important. Et puis après, j'ai fait toute une série de missions à la demande de divers ministres autour de sujets immobiliers pour essayer d'arriver à un consensus de projets de réforme. Alors j'ai multiplié ça dans les années 2000. Et puis depuis 2007, j'ai la charge d'animer un sujet qu'on appelle le plan bâtiment durable. Allez sur le site Plan Bâtiment Durable, vous verrez à quoi je joue, qui consiste à mettre en réseau, en somme, tous ceux qui sont concernés par la perspective de ces bâtiments sobres en énergie, à faible empreinte environnementale, et puis essayer, avec tous ces gens très divers sur l'ensemble du territoire, de dégager les règles que l'État mettra en musique. Et par exemple, pour ceux qui connaissent les sujets écolos, la loi de transition énergétique de l'été dernier a un volet bâtiment. Tout ce qu'il y a dans cette loi vient de mes groupes de travail.
c'est-à-dire vient de la base. Voilà. C'est vous qui me présentiez une revue tout à l'heure, Oui. voilà, en disant qu'elle était collaborative. Ben, c'est un peu la même chose que ce que je fais autour de règles, essayer de développer cela sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est un moyen, ce n'est pas un moyen d'aller rechercher des clients. La perméabilité entre une activité extérieure et ça est très faible. Je vous ai cité un contre-exemple tout à l'heure qui était ce grand réseau hôtelier qui m'avait repéré comme ça, mais ça s'est produit qu'une seule fois. En revanche, c'est un élément pour rencontrer des gens, pour asseoir un peu plus la marque du cabinet, qu'on vous identifie à votre cabinet. Voilà. Et je pense que c'est utile. Autrefois, on ne se posait pas cette question. Autrefois, l'avocat, il était très présent dans la cité. Dans n'importe quelle ville, petite ville, l'avocat ou le médecin, c'est lui qui était le président des associations locales. C'est lui et puis il était maire à tour de rôle, il se refilait avec les autres notables la mairie. Il y avait une implication dans la vie de la cité. Moi, j'essaye de faire ça à ma petite dimension, mais je pense que les avocats gagneraient à pas avoir toujours et uniquement l'obsession du développement de la clientèle. Il y a des chemins d'ouverture qui permettent de voir la vie autrement, de rencontrer d'autres gens, de sortir de notre milieu. Et tout ça, ça nous fait grandir. Donc je trouve que c'est bien. Alors, nous attachons encore de l'importance à l'origine. Peut-être qu'un jour, ce sera fini. Pour le moment, nous accordons de l'importance parce que c'est une des clés de distribution du résultat. Une. Bon. Et je ne vais pas vous décrire le système, sauf si vous me le demandez, mais, parce qu'il n'a rien de secret, mais c'est une des clés. Et alors, votre question suggère que l'origine, elle ne vient pas nécessairement sur la tête d'un individu, elle peut venir en raison de la marque, donc elle vient directement à l'entreprise, ou elle peut venir en fonction d'une spécialité. Et on a la possibilité d'avoir en origine soit une personne seule, un associé, qui a clairement conduit un client à venir chez nous. Ça peut être une origine partagée entre 2 ou 3 associés qui ont fait une démarche vis-à-vis de ce client. Ça peut être l'un des départements de la maison qui s'est attaché ce client autour de sa réputation. Et ça peut être un client origine SCP, la société qui est à l'origine, parce qu'il est venu sur la marque de la maison. Voilà, le tout existe. Nous fonctionnons avec tout ça. Mais nous identifions l'origine. Et c'est un moyen très utile de voir les évolutions de la clientèle. Bien entendu, quand un client arrive, pour tout dossier, il y a l'ouverture d'un dossier après une recherche d'éventuels conflits d'intérêts. Donc nous avons tous les jours, entre associés, un mail qui dit « Machin vient de me demander de l'assister dans tel type de dossier. Est-ce que on a fait une recherche, on a vu qu'on n'était pas en conflit avec cette personne-là, qu'il n'y avait pas d'opposition à prendre le sujet, mais on vérifie qu'il n'y a pas de dossier concurrent. Hein. Aujourd'hui, c'était le rachat d'une grosse entreprise. Un des candidats à ce rachat nous a demandé de l'assister. J'ai envoyé un message aux associés en disant « Est-ce que l'un d'entre vous a pu être approché par un autre candidat ?» Auquel cas, on n'aurait pas assisté les deux. On aurait choisi. Hein. Donc, chaque fois qu'un client nouveau arrive, on le sait. Maintenant, quant à l'origine, quand elle n'est pas identifiée avec un individu ou un groupe d'individus, c'est une origine de la société. Il ne faut pas aller trop contre. Il y a un attachement assez fort de la part des associés à garder un lien avec le client qu'ils ont pu apporter, même si le client travaille avec d'autres.
faut pas rompre cela, il ne faut pas froisser inutilement. Donc on vit avec des situations. Si vous voulez, là, toute la difficulté de créer une entreprise dans le milieu des avocats, c'est que on détermine un jeu très collectif avec des joueurs qui sont par nature, parce qu'ils ont choisi ce métier, des gens assez individualistes. Donc il faut arriver à faire vivre ensemble des gens qui ont et on va les voir pour ça, ils ont une vraie personnalité indépendante. Donc il faut faire vivre des gens qui ont cette personnalité indépendante dans un univers où on joue très collectif. Alors, on n'est pas très bon, nous, là-dessus. On n'est pas très bon. C'est-à-dire que à chaque bâtonnier, je dis notre disponibilité pour l'aider. Et ce n'est pas du tout un vain mot. Nous avons fait en sorte que le siège de l'EFB puisse être à Issy-les-Moulineaux ce qu'il est. Et on a apporté notre grande contribution à ce que la ville d'Issy-les-Moulineaux nous cède le terrain pour 1 €, ce qui était bien. Donc de temps en temps, on apporte de l'aide, mais on a eu 2 ou 3 associés seulement qui se sont présentés au Conseil de l'Ordre et qui ont été élus. On n'a jamais eu de bâtonnier chez nous. Donc on n'est pas très bon. Mais on donne beaucoup de temps à la cité, en dehors de ça. Voilà. Alors maintenant, est-ce qu'il faut s'engager dans les activités ordinales ou est-ce qu'il faut s'engager ailleurs quand on est jeune? Je vous réponds, j'ai une certitude. Il faut faire autre chose que son métier proprement dit. Donc, ou on choisit le cadre ordinal et on commence à l'UJA et on continue dans des syndicats ou dans des amicales et on se fait élire au Conseil de l'Ordre et on s'occupe des intérêts collectifs de la profession, ou on donne du temps en dehors de la profession. Il y a 1000 choses à faire. Hein. Il y a 1000 choses à faire. Autrefois, quand j'ai commencé mon activité, on employait une expression qui était de dire une clientèle de bâtonniers. Ça veut dire que quelqu'un qui avait été bâtonnier pouvait laisser tomber sa clientèle d'avant et il avait une clientèle de bâtonniers, les sociétés choisissant le bâtonnier pour être leur conseil dans n'importe quelle affaire importante. Donc la clientèle, elle était faite parce qu'on était ancien bâtonnier. Je crains que ce soit disparu, cela. Et je pense que le fait d'avoir été au Conseil de l'Ordre soit un élément bien, mais il ne faut pas le chercher dans le sens de la valorisation vis-à-vis de la clientèle. C'est bien, c'est même tout à fait bien d'avoir été élu, d'avoir donné du temps. Ça fait qu'on a probablement augmenté sa connaissance du palais. Ça fait qu'on facilite peut-être les dossiers traités ensemble. Hier, un de nos confrères connus m'a appelé pour que je traite avec lui un dossier, parce que j'ai une compétence qu'il n'a pas, il a des compétences que je n'ai pas, et il pense que le tandem va bien fonctionner. Et ça, on peut... Moi, je l'ai connu en dehors du cercle du palais, mais probablement que le cercle du palais facilite ce type de relation. On a intérêt à fonctionner ensemble. Je le crois très fort. Alors, ça peut être dans la même entreprise ou ça peut être dans des structures d'exercice diverses. Par exemple, je ne vous ai pas dit que nous avions un réseau international qu'on vient de constituer l'année dernière, qui s'appelle Broad Law, et on a constitué ça entre des cabinets indépendants d'à peu près même taille dans 1, 2, 3, 4, 5 juridictions.
un Anglais, un Allemand, un Italien, un Espagnol et nous. Ça fait 1000 avocats au total. Et l'idée, c'est pas du tout d'avoir un appareil compliqué, c'est simplement de se dire que lorsque nous aurons un dossier dans le ressort de l'autre, nous proposerons à nos clients de les présenter à l'autre. Et lorsque nous allons avoir la capacité de développer des sujets pan-européens qui nous permettent d'avoir une offre de service sur plusieurs territoires, nous allons essayer de la vendre ensemble au marché. Et puis, ça nous permet de faire des échanges de collaborateurs. Nous étions un peu courts pour offrir un parcours aux collaborateurs qui lui permettent d'aller ailleurs. Quelques-uns sont allés dans les bureaux en Chine qu'on a, mais pas beaucoup. Là, ça facilite les choses. Donc nous sommes en ce moment, nous venons d'accueillir un Anglais, nous avions eu un Espagnol et nous envoyons un Français dans un cabinet. Voilà, on permet que 6 mois soient passés en dehors pour voir autre chose, pour renforcer le lien avec ce cabinet partenaire. C'est bien de proposer ce type de choses. Voilà. Sur les codes de l'entreprise, j'ai aussi oublié de vous dire qu'on pratique les entretiens annuels, non seulement les entretiens de collaborateurs, mais les entretiens d'associés. Entretien de collaborateurs, c'est plus banal, une fois par an, sur la base d'un document qu'on le remplit tous les deux, on essaye de faire le point sur son parcours et l'évolution possible dans le cabinet. C'est l'occasion de dire à quelqu'un qu'il a un avenir ou qu'il n'aura pas d'avenir vers l'association. Et puis, entretien d'associés, chaque associé fait l'objet d'un entretien avec 2 associés pour, là aussi, finalement, ce n'est pas l'entretien qui est important, c'est la préparation de l'entretien. On demande à chaque associé de prendre le temps de se poser, de réfléchir à son projet pour l'année à venir, en lien avec le projet de l'entreprise dont je vous ai dit qu'il est écrit et qu'il est fait pour 3 ans. Et on vérifie l'adéquation qu'il y a entre les envies, le projet de la personne seule et ce qu'on a décidé ensemble. On vérifie que ça colle. On vérifie que ça ne part pas dans tous les sens. Et c'est un moment intéressant. Moi, j'ai comme les autres, je suis à la fois auditeur et audité dans ces entretiens, et c'est très, très utile. Très utile. Là aussi, c'est des techniques. Tous les cadres d'une entreprise ont ce type de choses. Alors, sur la première question, c'est pas très compliqué. Si vous prenez le soin de vous faire accompagner par quelqu'un qui sait, c'est pas très compliqué. Hein. Nous avons fait appel à des conseils. On vient d'opter au 1er janvier dernier pour l'impôt sur les sociétés. Ben, on a fait appel à un cabinet d'avocats, même si on a des très bons fiscalistes chez nous, on pense que c'est mieux de se faire aider de l'extérieur par quelqu'un qui nous a expliqué le mode d'emploi, nous a fait prendre la décision qu'on a votée à l'unanimité, puis maintenant on va adopter une structure d'exercice à forme commerciale et à objet civil. Voilà. Donc, à mon avis, il faut se faire accompagner par des gens qui savent, et c'est pas compliqué. Sur la deuxième question, l'ubérisation, je n'ai pas d'idée claire. Je pense que ça me conforte dans mon idée que notre rôle est de plus en plus de faire des choses compliquées pour nos clients. C'est la colonne vertébrale de notre société. Essayer de faire des choses de plus en plus compliquées. Essayer de faire des choses dans lesquelles, quand on est devant son sujet, on fait une recherche documentaire, il n'y a rien. Personne ne s'est posé la question. Ça, c'est le moment qui est délicieux. Où il va falloir construire, inventer, proposer quelque chose qui se tienne, prendre des responsabilités. C'est pour ça qu'on est fait. Donc, je pense que la massification
de ce droit, elle ne va pas traiter ces sujets-là. Elle va traiter des sujets de base et très bien. Très bien. Moi, je n'ai pas peur de l'avenir. Je n'ai pas peur de la concurrence. Je n'ai jamais eu peur de la concurrence. Donc, il faut être confiant. Hein, il faut être confiant. Ayez confiance dans vos capacités. Je suis aussi enseignant. Hein, j'enseigne dans le Master 2 de Paris 2 de droit immobilier, le Master 2 de droit immobilier de Paris 2. J'ai fait d'ailleurs mon dernier enseignement il y a 15 jours, après 18 ans de loyaux services. Et il y a l'idée que vous seriez moins bon que les générations d'avant, c'est de la foutaise. Je ne le dis pas pour vous être agréable, mais je le dis parce que c'est faux. Vous êtes bon, vous êtes employable. Vous êtes tout de suite dans une entreprise capable de prendre votre place. Vous êtes adaptable. Donc, et vous savez plein de choses. Vous ne savez pas les mêmes choses, mais vous savez plein de choses. Donc, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous et pensez que le marché du droit est un marché très ouvert qui n'est pas encore construit. Vous allez avoir à continuer à le construire. Et c'est ça qui est bien. Plus on fait de choses, plus on a du temps. Ça paraît bizarre. Plus on fait de choses, plus on a de temps. Voilà. J'ai mis ça en œuvre. Je fais vraiment beaucoup de choses différentes. Hein. Écrire des bouquins, enseigner, s'occuper de cette entreprise, s'occuper de sujets publics, de politique, de vie de la cité, s'occuper de sujets confessionnels, s'occuper de mes 7 enfants. Voilà. Et tout ça, on a le temps. On a le temps. Et alors, le secret pour vos clients, c'est s'ils ont en face d'eux un conseil qui a l'air épuisé, qui est fébrile, qui a mauvaise mine et qui semble très vite ne pas pouvoir maîtriser son temps, le client ne viendra pas. Le client, il attend une disponibilité totale de vous quand vous le recevez. Et nous, par exemple, au bureau, depuis très longtemps, on reçoit le client dans une salle de réunion. C'est pas uniquement fonctionnel. Il y a un peu de fond derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je quitte mon bureau, comme lui a quitté le sien, nous sommes à égalité. Nous sommes à égalité autour de la table. Il n'y en a pas un derrière son bureau et l'autre dans une chaise inconfortable. Et je suis tout à lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'autres dossiers, il n'y a pas de gens qui entrent et qui sortent de mon bureau. C'est dans un lieu où il est le seul. Et je pense que c'est très important de pouvoir expliquer à un client que je peux prendre le temps qu'il faut pour l'écouter. J'ai simplement une règle que je vous conseille. Et dans mes activités extra-barreau, je suis connu pour cela. Je commence toujours une réunion en décidant de l'heure de la fin de la réunion. Et je n'ai jamais dépassé de 1 minute l'heure de fin de réunion. C'est-à-dire qu'on dit qu'on va passer 3/4 d'heure. Pendant 45 minutes, je suis complètement avec le client, mais à la 46e minute, il est parti. Et il le sait, il est très content. Très content qu'on n'effiloche pas le temps. Et je fais ça pour des réunions de plein de monde, ce qui fait que des gens qui pourraient, dans une réunion où il y a 40 personnes, des gens qui pourraient partir avant en ne sachant pas à quelle heure ça va terminer, ils restent jusqu'à la fin parce qu'ils savent que ça termine pile à l'heure. Donc ça, c'est un moyen très simple d'être très attentif au client parce que vous avez calibré que ce temps-là, vous pouvez lui donner. Donc il faut organiser son temps.
C'est important de maîtriser l'organisation de son temps, moyennant quoi on peut faire plein de choses.